Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de séminaires en ligne en français. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre deux véhicules distincts et différents accessibles aux investisseurs étrangers en Chine, les bureaux de représentation et les sociétés à responsabilité limitée. Cette analyse comparative vous donnera quelques clés pour évaluer quel est le meilleur véhicule pour votre projet en Chine. En effet, nous avons fait le constat que les bureaux de représentation sont de plus en plus obsolètes pour les investisseurs étrangers, en particulier si vous souhaitez vous implanter en Chine sur le long terme. Cependant, certains investisseurs se satisfont d'un bureau de représentation en Chine, au moins dans un premier temps, en fonction des activités qu'ils envisagent de conduire en Chine. Ce séminaire a pour but de vous donner les informations dont vous aurez besoin pour savoir quel est le véhicule le plus adapté pour votre implantation en Chine. Avant de commencer la présentation, je souhaiterais juste vérifier que tout le monde m'entende bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur l'onglet avec la main pour confirmer. Sinon, n'hésitez pas à vous manifester sous l'onglet questions et nous essaierons de régler le problème. Je vous informe également que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée et que le support de cette présentation vous sera distribué par mail à la fin de la session. Juste pour vous présenter dans un premier temps notre société, Color Group est une entreprise du groupe CSC et est une société internationale de conseil en gestion et en comptabilité fondée en 1979 à Hong Kong. Nous fournissons des services de conseil en matière d'entrée sur le marché, d'enregistrement de sociétés, de fiscalité, de comptabilité et de ressources humaines aux entreprises souhaitant s'implanter ou étendre leurs activités à Hong Kong, Singapour ou en Chine territoriale. Nous assistons principalement les investisseurs étrangers et les accompagnons en répondant à toutes les questions de conformité qui peuvent se poser, qu'elles soient juridiques, fiscales ou comptables, lors de leur entrée ou de leur expansion sur le marché chinois, mais aussi à Hong Kong et à Singapour. Notre atout est que nos équipes parlent plus de 10 langues et que nous pouvons donc parler à nos clients dans leur langue maternelle. Un mot également pour me présenter, je suis juriste interne et responsable du département français au sein du bureau de Shanghai de Color Group. Je conseille et représente nos clients occidentaux sur des sujets de juridique principalement, mais également de fiscalité, de comptabilité et sur des transactions commerciales, non seulement lors de leur entrée, mais également lors de leur développement sur le marché chinois. Et enfin, je les assiste sur la fermeture de leurs entités en Chine. Après un Master 2 en droit international privé, j'ai été diplômée du certificat d'aptitude à la profession d'avocat du barreau de Paris en France. J'interviens donc en priorité pour nos clients français et francophones. Voilà pour l'introduction. À présent, je vous invite à commencer la présentation. Alors, dans un premier temps, donc, il y a différents types d'entités détenues par des capitaux étrangers en Chine. Il y a d'abord les Wholly Foreign Owned Enterprise, ou WFOE. Ces WFOE sont des sociétés à responsabilité limitée avec un investisseur unique qui est une société ou une personne individuelle basée à l'étranger. Ces WFOE sont de différents types. Il y a les WFOE simples, que j'appelle simples en tout cas. Elles peuvent exercer différentes activités, par exemple du conseil, être un restaurant ou être une entreprise de recrutement. Et il existe un second type de WFOE qui sont les Foreign Invested Commercial Enterprises, ou FICE, qui peuvent être des usines, des entreprises d'import-export, mais ce sont également des WFOE car il s'agit de sociétés à responsabilité limitée. Aux côtés de ces donc, deux types de WFOE, d'autres véhicules existent et parmi eux, il y a les bureaux de représentation. Un bureau de représentation n'est pas une société à responsabilité limitée, mais un simple bureau de liaison intégralement lié à sa société mère à l'étranger. Un point important ici, la société mère d'un bureau de représentation ne peut pas être une personne individuelle. Il doit absolument être une entreprise. Commençons donc cette comparaison entre les WFOE et les bureaux de représentation en abordant d'abord la question de l'investisseur. D'un côté, nous avons les WFOE, qu'elles soient des WFOE de consulting ou des FICE, dont l'investisseur peut être à la fois une personne morale ou une personne physique. C'est-à-dire, ça peut être
une entreprise ou une personne individuelle à partir du moment où ceux-ci sont enregistrés comme tels à l'étranger. À l'opposé, la société mère d'un bureau de représentation en Chine ne peut être qu'une société immatriculée à l'étranger. Cette différence constitue une flexibilité en moins que représente le bureau de représentation en comparaison avec la WOFI. De plus, il y a deux exigences complémentaires concernant la société mère du bureau de représentation qui n'existent pas pour l'investisseur d'une WOFI. Ces deux exigences sont les suivantes. Tout d'abord, les autorités chinoises exigent que la société mère d'un bureau de représentation ait été créée depuis au moins 2 ans avant la date d'enregistrement du bureau de représentation. Ce qui veut dire qu'en pratique, la société mère du bureau de représentation devra fournir un certificat d'enregistrement de la société daté de plus de 2 ans. Dans un second temps, les documents attestant de l'existence de la société mère devront également être authentifiés ou notariés dans le pays où la société mère est implantée et certifiés par les services de l'ambassade de Chine dans ce même pays. Ces deux étapes, pour votre information, ces deux étapes prennent dans les meilleurs des cas 2 semaines ouvrables. Donc, comme vous pouvez le constater dès maintenant, la société mère souhaitant implanter un bureau de représentation en Chine doit satisfaire beaucoup plus de critères que l'investisseur d'une WOFI. Du point de vue à présent du champ d'activité des WOFI en comparaison avec celle d'un bureau de représentation, les WOFI ont encore ici un net avantage par rapport au bureau de représentation. En effet, les WOFI peuvent enregistrer un champ d'activité très large au sein de leur objet social. Par exemple, le champ d'activité d'une WOFI de type consulting peut être le suivant: conseil en investissement, conseil en management des entreprises, conseil en stratégie des entreprises, informations relatives au commerce, au marché et à l'économie, conseil en stratégie technique relative aux licences et aux droits découlant de ces licences. Donc, comme vous le constatez, le champ de compétences de cette consulting WOFI est extrêmement large. Prenons maintenant en comparaison l'objet social d'un bureau de représentation. Tout d'abord, il est interdit pour un bureau de représentation d'être partie ou de prendre part à une transaction commerciale. Le bureau de représentation ne peut qu'observer les conditions du marché dans lequel il est établi. Ce qui nous permet de confirmer que le bureau de représentation est seulement un outil de marketing pour la société mère à l'étranger, mais nullement une société à part entière en Chine. En effet, la loi indique clairement que les activités autorisées au bureau de représentation sont les suivantes, et sont listées sur la slide qui s'affiche donc: études de marché, présentation de produits et activités de communication relatives aux produits ou services de la société mère à l'étranger, activités de liaison quant à la vente de produits ou la fourniture de services, l'approvisionnement ou l'investissement par la société mère à l'étranger. À titre de conclusion concernant cette slide, nous pouvons ici aussi conclure au constat d'une plus large liberté accordée aux WOFI qu'au bureau de représentation du point de vue de leur champ d'activité. Étudions à présent les exigences en termes de capital social minimum. Ce sujet est de toute évidence un point nodal des projets de création de WOFI en Chine et fait souvent l'objet de désinformation malheureusement. En effet, depuis le 1er mars 2014, il n'y a plus de capital social minimum exigé pour les WOFI. Cependant, les autorités n'acceptent jamais, en l'état des choses, qu'une WOFI s'enregistre avec un capital social d'un montant qu'on qualifierait de déraisonnable. Par exemple, un capital social de 1 dollar US ne sera jamais accepté parce qu'il sera considéré comme déraisonnable. En effet, le capital social pourra être par la suite utilisé pour les dépenses courantes de la WOFI et il ne s'agit en aucun cas d'un capital social bloqué. Dès lors, nous considérons que le montant raisonnable d'un capital social est constitué de 8 à 12 mois de dépenses courantes. En termes de contribution au capital, il n'y a plus non plus d'obligation d'injecter un certain montant de capital avant la constitution de la société, ce qui laisse aux investisseurs le champ libre quant au plan d'injection du capital. Le sujet du capital social marque lui aussi une différence très importante entre la WOFI et le bureau de représentation,
car le bureau de représentation, quant à lui, n'a pas de capital social et ne peut être financé que par sa société mère qui est située à l'étranger, avec tous les inconvénients que cela peut comporter. Après le capital social, comparons à présent la structure managériale des WOFI avec celle des bureaux de représentation en Chine. Pour les WOFI, la structure managériale est la suivante. D'abord, il y a l'investisseur qui désigne un conseil d'administration d'au moins 3 conseillers ou un seul directeur exécutif. Ceci ou celui-ci définissent les stratégies de la WOFI. L'investisseur désignera également le représentant légal de la société. Le représentant légal est, comme son nom l'indique, la personne physique représentant la WOFI vis-à-vis des autorités chinoises pour tout acte ou fait commis par la WOFI. En cas de banqueroute, de liquidation ou si la société est poursuivie en justice, le représentant légal sera la personne qui devra représenter les intérêts de la WOFI. Le représentant légal doit également cumuler le poste de directeur exécutif, président du conseil d'administration ou et directeur général. Puis, le représentant légal désigne le directeur général de la WOFI et, comme dans tous les pays du monde, en charge des opérations courantes de l'entreprise. Enfin, l'investisseur désigne un superviseur ou comité de surveillance. Il vérifie que toutes les décisions passées par les conseils d'administration, représentant légal ou directeur général sont conformes aux lois de la République populaire de Chine. Donc, à l'opposé de cette structure managériale assez complexe et bien spécifique au WOFI, les bureaux de représentation ont une structure beaucoup plus légère, avec seulement un représentant en chef qui est désigné par la société mère. Le représentant en chef sera tenu responsable de toutes les activités du bureau de représentation devant les tiers et en particulier devant les administrations chinoises. À présent, passons à la comparaison des différences entre structure managériale d'un bureau de représentation et celle d'une WOFI. Il y a 2 exigences ou inconvénients liés au poste de représentant en chef d'un bureau de représentation qui ne sont pas exigés dans les WOFI, marquant ainsi un net avantage des WOFI sur les bureaux de représentation. D'abord, une personne physique ne peut être désignée représentant en chef de plus de 1 bureau de représentation. Les autorités chinoises Les autorités chinoises ont un système dans lequel elles s'enregistrent qui sont les représentants en chef des bureaux de représentation et il n'est pas possible pour une personne de s'enregistrer comme représentant en chef de plus de 1 bureau. Autrement, les autorités le verront et rejetteront cette demande d'enregistrement. Dans un second temps, le représentant en chef d'un bureau de représentation doit impérativement déclarer ses impôts sur ses revenus aux autorités chinoises. Donc, même si le représentant en chef ne réside pas en Chine et ne perçoit pas de revenus en Chine, il doit impérativement, selon le droit fiscal chinois, déclarer et payer ses impôts sur ses revenus universels. Ces 2 exigences concernant le représentant en chef d'un bureau de représentation, mais pas le représentant légal d'une WOFI, constituent une fois de plus un avantage supplémentaire de la création d'une WOFI par rapport à celle d'un bureau de représentation. Passons à présent à l'étude de l'exigence de bureau physique et à l'exigence liée au siège social. Que ce soit pour un bureau de représentation ou pour une WOFI, vous devez absolument trouver un siège social où la société ou le bureau de représentation sera enregistré. Chaque adresse ne peut avoir qu'une seule entreprise ou bureau de représentation qui est enregistrée. De plus, l'adresse d'enregistrement de vos bureaux doit être prouvée par un contrat de bail signé avec le bailleur portant sur l'espace de vos bureaux avec un espace suffisant pour accueillir l'ensemble de vos employés et le matériel correspondant. Du moment que votre bureau de représentation ou entreprise est enregistré à une adresse, aucune autre entité ne peut être enregistrée à cette adresse.
Sur la base de ces informations, ainsi qu'en vertu du droit des entreprises chinois, les virtual office ou les services de boîte aux lettres ne sont absolument pas une option légale en Chine. Cette question fait aussi beaucoup l'objet de désinformation, en particulier de la part de ces fournisseurs de services qui sont donc, à titre de rappel, illégaux en Chine. Cette exigence de bureau physique s'applique malheureusement aux bureaux de représentation ainsi qu'aux WUFI. Donc, de façon subséquente, si vous voulez déménager vos bureaux, vous devez impérativement vous désenregistrer de votre précédente adresse et vous enregistrer avec votre nouvelle adresse auprès du bailleur ainsi qu'auprès des autorités. De plus, si vous déménagez d'un district à l'autre, même à l'intérieur d'une même ville, vous devrez déclarer ce déménagement auprès des autorités et en particulier procéder à un audit fiscal au sein du bureau des impôts du district que l'entreprise quitte. Cet audit fiscal peut prendre beaucoup de temps et pour nos clients, cela a pu durer de 4 à 6 mois. Dès lors, et au vu de ces informations, prenez bien soin de sélectionner l'emplacement de vos bureaux avant de signer un contrat de bail pour votre société ou bureau de représentation en Chine. Cela est donc un point commun entre le bureau de représentation et la société à responsabilité limitée ou WUFI. Passons à présent à un point souvent important pour les investisseurs étrangers qui est celui de l'emploi de personnel. Tout d'abord, évoquons le cas du personnel étranger. Donc, en matière de ressources humaines, faisons encore une comparaison entre les bureaux de représentation et les WUFI en Chine. D'abord, pour les WUFI, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez employer autant d'étrangers que vous voulez au sein de votre WUFI. Alors que pour les bureaux de représentation, à l'inverse, vous ne pouvez employer au maximum que 4 étrangers, dont l'un d'eux peut être le représentant en chef. Donc chaque bureau de représentation ne peut émettre que 4 visas travail et permis de résider sur le territoire chinois. Enfin, notez bien que les citoyens hongkongais, taïwanais et de Macao sont considérés comme des étrangers en Chine continentale. De la sorte, vous devrez obtenir un visa de travail pour un employé hongkongais, taïwanais ou de Macao afin qu'il travaille pour votre entité en Chine continentale. Et ils feront partie du quota des 4 étrangers pour les bureaux de représentation. De ce point de vue, la WUFI présente un véritable avantage pour l'emploi de personnel étranger. Comparons maintenant à présent cette situation avec l'emploi de personnel de nationalité chinoise. Pour l'emploi de personnel de nationalité chinoise, il n'y a aucun plafond non plus pour les WUFI. Une WUFI peut employer autant de personnel chinois que souhaité, directement en les employant ou en les payant directement, en payant leurs impôts et leurs contributions au fonds de sécurité sociale pour eux. À l'inverse, les bureaux de représentation en tant qu'entité liée à leur société mère, non indépendants, ne peuvent en aucun cas employer de salariés chinois directement et doivent avoir impérativement recours au service d'une agence de ressources humaines en Chine. Passons maintenant à la comparaison des obligations comptables entre un bureau de représentation et une WUFI. Une fois votre WUFI ou votre bureau de représentation créé et opérationnel, il n'y a pas de différence d'un point de vue purement comptable entre eux, car les bureaux de représentation et les WUFI doivent tenir une comptabilité et rendre des comptes de gestion financière. Même les bureaux de représentation doivent collecter tous les reçus qu'ils reçoivent pour toutes les dépenses qu'ils font. Ils ne pourront pas générer de revenus, mais ils devront les entrer dans le livre journal et compléter les comptes de gestion financière. La grande différence entre les WUFI et les bureaux de représentation tient cependant au fait que la WUFI peut déduire ses dépenses de ses revenus, un bureau de représentation ne pouvant pas le faire. De plus, le bureau de représentation devra payer des impôts calculés sur la base de ses dépenses, mais cela relève déjà du sujet de notre prochaine slide. Tous
les bureaux de représentation et toutes les WOFI en Chine doivent déclarer et payer un impôt sur les revenus, appelé Enterprise Income Tax, ainsi que la TVA pour tout service et toute vente de biens. Cependant, le statut de General VAT Taxpayer ou GVAT est seulement accessible aux WOFI. En effet, pour les WOFI et pour les WOFI seulement, ce statut permet entre autres de déduire la TVA payée par la WOFI de la TVA perçue par la WOFI de ses clients. Les autorités tendent à promouvoir ce statut et à exiger des entreprises qu'elles demandent à bénéficier d'un tel statut. Dès lors, les conditions pour obtenir le statut de GVAT ne sont pas très exigeantes. A l'inverse, si vous êtes un bureau de représentation, vous devrez payer la TVA, mais vous ne pourrez en aucun cas la déduire de celle que vous percevez et l'impôt sur les revenus sera calculé sur la base des dépenses effectuées par le bureau de représentation. Dernier sujet à aborder, ce sont les obligations annuelles de conformité. Il existe une obligation d'audit puis de déclaration de l'impôt sur les bénéfices pour les bureaux de représentation comme pour les WOFI, et cet audit annuel doit être effectué avant le 30 avril de chaque année. Ensuite, vous devrez satisfaire à l'obligation d'inspection annuelle avant le 30 juin de chaque année. Enfin, vous devrez éventuellement procéder au renouvellement du bureau de représentation si vous avez un bureau de représentation, mais cette obligation ne s'applique pas dans toutes les villes de Chine, ni à propos de tous les bureaux de représentation. Vous devrez vérifier donc cela auprès des autorités de votre ville si vous êtes l'investisseur ou la société mère d'un bureau de représentation en Chine. En conclusion, résumons les points les plus saillants de notre comparaison entre bureaux de représentation et WOFI en Chine. Tout d'abord, il y a de plus en plus de restrictions sur les bureaux de représentation et les bureaux de représentation ont un champ d'activité restreint. Si vous souhaitez vous implanter sur le marché chinois, la solution la plus économique pour vous sera de commencer dès le début par une WOFI. En effet, vous ne pouvez pas convertir un bureau de représentation en une WOFI. Si vous avez un bureau de représentation et que vos activités s'étendent et que vous souhaitez passer à une WOFI, vous devrez fermer votre bureau de représentation et ouvrir une WOFI. Si votre plan est simplement d'avoir des activités permises pour les bureaux de représentation uniquement, rien ne vous empêche de créer une WOFI que vous utiliserez comme un cost center. En effet, le capital de la WOFI, comme je vous expliquais précédemment, n'est pas imposé, alors que toutes les dépenses du bureau de représentation sont taxées. Vous pourrez facturer votre société mère de service depuis une WOFI, chose que vous ne pourrez en aucun cas faire depuis un bureau de représentation. Et puis, dans une seconde étape, où vous commencerez à opérer grâce à votre WOFI, sans avoir à fermer votre bureau de représentation et créer une WOFI dans un second temps. Mais ce plan d'utiliser la WOFI comme un cost center n'est que notre avis et il est basé sur l'expérience que nous avons eue avec nos clients. À la fin, ce qui est important, c'est qu'avec les informations que vous avez et que nous vous avons permis d'avoir, vous créiez le véhicule qui correspond le plus aux besoins de votre projet. Bien, cette présentation est à présent terminée. Si vous avez des questions à propos des sujets abordés lors de ce séminaire en ligne, n'hésitez pas à nous les poser par mail à l'adresse indiquée sur la slide. Tous les participants enregistrés recevront cette présentation par mail. Si vous avez apprécié cette conférence en ligne, n'hésitez pas à nous le dire par mail ou à nous faire parvenir vos remarques aux adresses qui s'affichent sur la slide. Nous publions également de façon régulière sur notre page LinkedIn et YouTube. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'investissement, la fiscalité et les sociétés étrangères basées à Hong Kong, Singapour ou en Chine, abonnez-vous gratuitement dès aujourd'hui à notre magazine et à nos conférences en ligne sur notre chaîne YouTube ou suivez-nous sur LinkedIn ou sur callerservices.com. Merci beaucoup à tous et à bientôt.